La saison de l'inondation qui débute l'année égyptienne comporte deux temps qu'il convient de distinguer pour plus de clarté. Donc, je dis, la saison de l'inondation, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous sommes en ce moment, la saison de l'inondation qui débute l'année égyptienne comporte deux temps qu'il convient de distinguer pour plus de clarté. La crue, d'une part, et le débordement, d'autre part. Ce n'est pas la même chose. Bon, pourquoi? Je vais convoquer un auteur qui s'appelle Louis Lebois. Louis Lebois signale que la crue commence à Assouan, c'est-à-dire en Haute-Égypte, environ 5 jours avant le solstice d'été, dans la nuit du 16 au 17 juin, que les Arabes appellent la nuit de la goutte, parce que, d'après la légende, c'est une goutte tombée du ciel qui fait gonfler le fleuve. Cet événement coïncide avec le lever d'Orion, image d'Osiris dans le ciel. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire maintenant? La crue qui débute 5 jours avant le solstice d'été correspond au lever d'Orion, qui est l'image d'Osiris dans le ciel. La crue prend une quinzaine de jours pour s'étendre d'Assouan aux environs de Memphis, qui est une ville proche du Caire, où elle arrive au commencement de juillet. Et c'est alors que le fleuve déborde. Débordement. Événement qui coïncide avec le lever de Sirius, image d'Isis dans le ciel. On dit alors qu'Isis pleure la disparition d'Osiris, que ses larmes sont la cause du débordement du fleuve. Les anciens Égyptiens regardaient Osiris Orion et Isis Sirius comme les régents du commencement de l'année. Donc, ce que, à ce stade, vous devez retenir, c'est que dans le phénomène de l'inondation, il y a deux temps qu'il faut marquer parce qu'il se passe dans ces deux temps des événements singuliers au niveau du ciel. La crue coïncide avec le lever d'Orion. La crue, c'est quoi? C'est le gonflement des eaux. Et le débordement, c'est-à-dire lorsque les eaux sortent du lit du fleuve, correspond au lever de Sirius, 15 jours plus tard. Okay? Sauf que généralement, on parle davantage du débordement. Ça, je sais que vous le savez. C'est-à-dire que quand on dit que le lever héliaque de Sirius correspond au début de l'année, on focalise davantage sur l'idée de débordement, qui est évidemment liée à l'inondation. Mais on oublie souvent qu'avant, il y a d'abord le lever d'Orion qui correspond à la crue. Et que c'est seulement 15 jours plus tard que le débordement s'observe dans la vallée du Nil, et ce débordement correspond effectivement au lever héliaque de Sirius. Mais on ne doit pas oublier Orion. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. D'accord? Vous allez comprendre. Bon. Si la chose est claire, je poursuis. Ici, vous avez une représentation que vous connaissez sans doute déjà, parce que je l'ai souvent exposée à d'autres occasions. Une représentation de Sirius et d'Orion. Vous avez Sirius qui est ici figuré sous la forme d'une vache qui est en train de naviguer sur une barque céleste. Et vous avez Orion qui est figuré sous la forme d'un homme, la tête tournée en arrière, la main levée, qui est en train de naviguer. Et l'affrontement des deux barques, c'est-à-dire la rencontre des deux barques, est marqué par un symbole très important. Il s'agit d'une plante réputée être le papyrus, sur laquelle est posé le faucon, c'est-à-dire Horus, coiffé de la double couronne. C'est-à-dire, ici, nous avons une représentation, si vous voulez, de ce qu'on appelle en fait le couronnement. Bon, ce que je vais vous dire, déjà, en partant, c'est que chacun d'entre vous qui êtes ici présent, vous êtes tous, autant que vous êtes, figurés par ce faucon coiffé de la double couronne. Je le dis comme ça, ensuite vous allez comprendre. C'est la raison pour laquelle nous pouvons positivement placer le travail que nous réalisons dans le cadre de l'école des scribes sous la tutelle de la couronne d'Égypte, la double couronne. Parce qu'au-delà d'une couronne matérielle, c'est d'abord un symbole, c'est d'abord une notion. Et vous allez certainement mieux comprendre ce que je dis. Et elle n'a pas disparu parce que
la civilisation s'est effondrée. Non. Dans les langues, cela persiste. Donc, vous pouvez placer un travail sous la tutelle de cette couronne parce que la couronne, c'est d'abord un symbole avant d'être posé sur la tête d'un roi. Le roi, en soi, n'est que passager. La couronne est perpétuelle. Elle est immortelle. Elle ne disparaît jamais. Donc, ce n'est pas parce que la civilisation a périclité que le symbole aussi a disparu. Non. Je vous le dis parce que cette couronne à elle seule, c'est celle-là qui donne autorité au pharaon. Donc, c'est la couronne qui est importante, ce n'est pas l'individu qui la porte. J'espère que je suis clair de ce point de vue-là. Donc, ici, vous avez donc cette image, qui est une image qu'on trouve par ailleurs au niveau du planisphère de Dendera. Planisphère de Dendera que nous avons eu la chance d'ailleurs de voir il y a quelques jours à la Bibliothèque nationale de France. Je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient avec nous et qui ont pu d'ailleurs faire des photos de ce point de vue. C'est des choses qu'on reconnaît au niveau du planisphère de Dendera. OK? Vous avez Sirius qui est figuré sous la forme d'une vache, vous avez Orion et vous avez cette image qui est en fait Horus. On va dire Horus par commodité, disons, qui est placée sur une plante très importante, vous verrez, papyrus, OK, et qui est coiffée de la double couronne. Horus, c'est le roi. Donc, on parle ici du couronnement. Et c'est l'affrontement, c'est-à-dire la rencontre de ces deux barques qui signifie cela. Vous allez comprendre pourquoi. OK. La première chose que je dis ici, et c'est ce qui fait le lien avec ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que vous devez savoir introduire les nombres lorsque vous avez une représentation. Sinon, ça ne sert à rien de prétendre qu'on connaît quand on est seulement dans la description d'une image qui est certes belle, mais qui cache une réalité ésotérique. Et c'est cette réalité ésotérique qui nous intéresse. Vous savez que le chiffre du féminin, c'est le chiffre 4. Je l'ai dit à suffisance. C'est Isis. Vous devez le savoir. Vous savez que le chiffre 3, c'est le chiffre du masculin. Je l'ai dit à suffisance. C'est Osiris. La somme, c'est-à-dire la rencontre d'Isis et Osiris, c'est-à-dire de 4 et 3, donne 7. C'est Horus que vous avez là. 7, c'est le chiffre de la personne. 4 plus 3, c'est aussi le chiffre du couple. Mais je vais le dire encore mieux tout à l'heure. Mais je le dis déjà de cette façon. C'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure que tout autant que vous êtes tous des Horus. Si j'utilise cette terminologie, d'accord? Mais en fait, c'est Jata. C'est lui, Sunjata, que vous avez sous les yeux ici. C'est de lui qu'il s'agit. Pourquoi on le sait? Parce que ce faucon que vous avez ici se dit Ségué. Bon, Ségué, c'est le chiffre 8, soit dit en passant. Mais il ne faut pas que ça vous trouble. Comme je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle des paradoxes. Je ne veux pas éclairer cet aspect parce que ça m'amènerait ailleurs. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du renouvellement. Nous sommes ici dans un système de renouvellement puisque les deux astres se rencontrent. Ils vont produire le renouvellement du monde. Voilà pourquoi c'est le couronnement. Donc, 8 est effectivement ici, même si vous ne le voyez pas. C'est pour cette raison, j'insiste, pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses que je ne dis pas et ça va vous apparaître comme un paradoxe, mais ce n'est pas grave, c'est simplement parce que je ne veux pas m'étendre sur plein de choses et ça va vous perdre en fait. Et ça, je pense que je crains que ce soit le cas. Donc, je préfère me limiter à des choses que j'ai déjà pu dire avant. Bon. Et sachez que c'est le thème de l'idée d'être boiteux. Je le dis aussi en passant, même si je n'insiste pas. Sachez-le, le thème d'être boiteux, paralytique, dans un nombre conséquent de langue kémite, en swahili, on va dire shege. C'est être cagneux, bancal, boiteux, etc. Voilà pourquoi on sait que c'est Jata qui est là. Et Sogolon, c'est celle-là que vous avez ici, qu'on appelle Isis, hein, par commodité. Et Magan Kenyi, Magan le beau, le père de Sunjata, c'est lui que vous avez ici. Même si ceci reste à établir, on pourra le faire ultérieurement, car ce que je dis là, sachez-le, je ne le dis pas en vain, c'est exactement cela. Mais on va se limiter à des choses que nous avons déjà vues jusqu'ici. Donc, je vais vous dire que nous avons donc ici la reproduction du système du monde, mais d'une autre façon.